Binge audio. Le voici, ce face-à-face attendu. Faites-moi un bon combat. Bon combat. Et maintenant, c'est à vous. Regarde. C'est parti. Là, il a promis que ça partirait très très vite tout à l'heure. Mais c'est compliqué quand on est très grand de boxer un beaucoup plus petit. À chaque fois que je regarde un match de boxe, ça me sonne. Rien qu'à voir la violence des uppercuts, les mâchoires crispées des joueurs, leurs pommettes tuméfiées, leur souffle court. Encore une vitesse de bras exceptionnelle qui vient d'enchaîner 3 combinaisons. Avant de monter sur le ring, les adversaires doivent sacrément se préparer parce qu'il faut un mental d'acier pour entamer ce corps à corps. Premier moment difficile, même s'il reste dans l'axe. C'est un peu comme ça que j'ai vécu la procédure judiciaire contre mon père. Comme un match de boxe. Et j'aurais bien aimé savoir où me placer pour éviter les mauvais coups et pas finir KO à la fin. Allez, je vous propose de vous remettre dans mes baskets. Vous avez 12 ans. Vous avez réussi à briser le silence, dénoncer les viols de votre père, vous cacher avec votre mère pour qu'il ne vous retrouve pas. Vous avez subi le dépôt de plainte au commissariat, les examens gynéco et psychiatriques, avec des médecins méprisants. Et maintenant, désolé de vous décourager, mais il vous reste un paquet d'épreuves à passer. Par exemple, une éventuelle confrontation avec votre agresseur, des rendez-vous avec des professionnels qui vous parlent dans une langue compliquée, une attente interminable, une soif de reconnaissance qui ne fait que grandir, et tout au bout, un procès. Enfin peut-être, c'est vraiment pas sûr. Mais même si le match n'a finalement pas lieu, il faut se tenir prêt pour ce combat. « 20 000 lieues sous ma chair », une série documentaire de Caroline Potier. Épisode 3. En attendant, le procès. 3/4 des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites à des enfants finissent classées sans suite. Ce sont de vrais chiffres en France en 2024. Ça ne veut pas dire que ces violences n'ont pas eu lieu, c'est juste que la justice n'a pas le temps, pas les moyens, ou la volonté peut-être de traiter ces affaires. Il y a des explications d'ordre pratique, ce sont les moyens que l'on met dans l'enquête. Actuellement, les enquêteurs sont submergés. Maître Karine Durieux-Diebolt est avocate. Elle ne défend que des victimes de viols et d'agressions sexuelles. Pour elle, aucun doute. Le match est truqué d'avance. Et on n'a certainement pas les mêmes moyens qui sont déployés que dans des affaires, par exemple, de stupéfiants, où là, il va y avoir des écoutes téléphoniques, des moyens matériels qui sont mis en œuvre, ce qui est très, très rarement le cas dans des affaires de violences sexuelles. On peut avoir aussi des retards qui sont pris dans le cadre des enquêtes, puisque actuellement, les délais d'enquête sont légalement de 2 ans plus 1 an renouvelable, soit 3 ans possiblement, c'est très long. Et dans certains dossiers, les enquêteurs, malheureusement, sont amenés soit parce qu'ils sont submergés, soit parce que les faits remontent à relativement loin. Ils peuvent être amenés, par exemple, à entendre la victime 1 an après le dépôt de plainte. Et la parole de l'enfant, normalement, doit être entendu le plus rapidement possible, puisque il peut évoluer dans sa mémoire des faits.
et il faut que les policiers soient formés à l'audition des enfants, ce qui n'est pas le cas systématiquement, et ça peut avoir une incidence également sur l'issue de la décision du parquet. De ce point de vue-là, il y a encore trop de suspicions aussi qui est portée à la parole des victimes. Ce sont les seules victimes d'infractions pénales sur laquelle il peut y avoir un doute sur la parole. Quand vous êtes victime d'un vol, par exemple, on ne va pas vous suspecter de mentir. Or, des victimes de violences sexuelles peuvent être suspectées de mensonges. Et ce que l'on demande pour les victimes, c'est que simplement elles soient traitées comme les autres victimes d'infractions pénales. Voilà, donc il y a ces éléments-là qui peuvent expliquer ce taux de classement sans suite qui est effectivement extrêmement élevé. Ce taux de classement sans suite s'explique aussi par le fait que jusqu'à la loi du 21 avril 2021, il fallait encore caractériser la contrainte, la menace ou la surprise constitutif à ce type de crime ou de délit. Et donc au bout, on a ce chiffre qui paraît invraisemblable. 3% des viols et des agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants sont condamnés. 3% seulement. Alors, vous êtes toujours sûr de vous engager dans ce combat, même sans garantie de reconnaissance des faits par la justice ? Moi, à l'époque, je connaissais pas tous ces chiffres, j'ai fait comme on m'a dit. Je savais pas que mon cas était une exception, parce que pour l'inceste que mon père a commis, il y a eu un procès. Et j'avais aucune idée du combat que j'allais devoir mener et de la patience que ça allait me demander. Le délai entre le dépôt de plainte et le procès est de 1 à 6 ans en moyenne. C'est long. Dans mon cas, j'ai attendu 3 ans. 3 ans avec la sensation d'un tunnel sans fin, où je me suis sentie seule et lâchée par les institutions. Pourtant, si notre pays s'en donnait les moyens, il serait assez simple de rompre cet isolement et d'accompagner les victimes pendant cette période, avec des travailleurs sociaux par exemple. J'ai rencontré ceux d'une association spécialisée dans ce domaine, à Argenteuil en région parisienne. Son nom, la Sauvegarde du Val d'Oise. Elle mène depuis 15 ans ce qu'on appelle une action éducative en milieu ouvert, une AEMO spécialement dédiée aux mineurs victimes d'inceste et à leurs familles. Un accompagnement qui intervient suite à la demande du juge des enfants saisi de l'affaire. Cet accompagnement, il sert à pallier une défaillance éducative dans ces familles, quel qu'en soit le milieu social, économique et culturel. Tariq Tigat est éducateur spécialisé à la sauvegarde. L'idée, c'est quand même de mettre à profit ce temps-là. Enfin, il existe ce temps, il se passe des choses, les enfants grandissent dans ce temps-là. Et, donc l'idée, voilà, de le mettre à profit, de faire penser la famille, de faire élaborer la famille sur les passages à l'acte, sur les raisons, sur les éléments qui ont pu amener au passage à l'acte, sur ce qui a autorisé à un moment l'auteur à passer à l'acte, sur ce qui a fait que le parent non auteur n'a pas vu, a vu sans voir, a entendu mais n'a pas écouté, sur tous ces mécanismes-là. Le travail aussi, c'est de réaménager un peu les places. L'inceste, il arrive à un moment aussi parce que les places de chacun ont été bouleversées, ont été inversées. Après, c'est des familles qui veulent tellement refaire famille. Ce qu'on entend souvent, c'est on aimerait que tout redevienne comme avant. Ce qui est quand même assez fou, dans le sens où avant, il y avait des viols à la maison. Donc, la question de la culpabilité avec la victime, ça va être quand même un des gros éléments à travailler avec la victime. Nous, on rencontre ici des victimes en majorité qui se sentent coupables, qui ressentent de la honte par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est de manière générale. Et on a en plus, dans certaines situations, des familles qui vont pointer du doigt celui qui a dénoncé et pas celui qui a commis. Donc la culpabilité, elle va être complètement inversée, elle va pas être située au bon endroit. Pour se sentir
moins coupable ou plus coupable du tout. La victime, elle a besoin que sa famille ait remis les choses à leur place. On dit aux familles, c'est l'agresseur qui a agressé, c'est ces passages à l'acte qui ont créé ces difficultés familiales. C'est pas la victime qui a parlé. La victime, elle a parlé parce qu'elle voulait que ça s'arrête. Parce qu'il y avait déjà un dysfonctionnement qui était présent, qui était peut-être moins visible, mais qui était présent et qui faisait encore plus souffrir. Le travail social de cette association peut sembler long et fastidieux quand on aimerait que tout change d'un coup de baguette magique. Ici, pas de résultat spectaculaire. C'est un travail de fond qui permet aux mineurs et parfois à leurs familles de commencer à se réparer sans tout attendre d'un éventuel procès. Les éducateurs et éducatrices spécialisés de la sauvegarde préparent aussi les mineurs à supporter le mieux possible cette épreuve, si elle a lieu. Le rôle qu'on va avoir aussi par rapport au procès, c'est d'expliquer aux enfants le sens de la justice. Souvent, les mineurs qu'on accompagne, ils arrivent avec plein de représentations et plein d'espoirs qui peuvent être parfois pas forcément adaptés parce qu'ils aimeraient que l'ensemble du préjudice soit pris en compte. Donc notre rôle, c'est aussi de dire que la justice, elle juge des faits de manière objective, que eux, ils ont une conception qui est forcément subjective de ce qu'ils ont subi, qui sont leur vécu, leur traumatisme, etc. Et donc c'est expliquer aussi en amont qu'il y a un décalage entre le vécu et ce qui va être jugé. Et du coup, ça permet aussi de préparer la déception, de pouvoir préparer le moment du jugement, du procès. C'est le procès de l'auteur. C'est pas le procès de la victime, donc on va parler de l'auteur, on va parler de sa vie à l'auteur. Enfin, on fait pas attention à la présence de la victime pendant le procès, on parle de la victime à la troisième personne, pourtant elle est là, donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement violent. Donc voilà, c'est contenir un peu tout ça, essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est fait comme ça, même si des fois on n'a pas d'explication. En tout cas, pas d'explication rationnelle, mais voilà, notre rôle c'est vraiment de contenir tout ça. En fait, ce dont l'enfant a besoin, c'est presque d'un coach. Car c'est violent un procès, c'est cruel. Il peut s'y rejouer les mécanismes de domination qui vous ont déjà écrabouillé. Et c'est qu'il a fait le plus dur pour aller chercher ce 8e round. Encore une dernière combinaison. Et la fin de cette 8e reprise. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis l'arrêt des faits, chacun reprend sa position sur le ring. Et la victime doit savoir comment taper au bon endroit, esquiver les coups ou les encaisser. Moi, j'ai vécu 2 procès. 2 procès contre mon père, prévenu pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité. S'il avait été jugé aujourd'hui, ça aurait été qualifié de viol incestueux. Le premier procès, c'était fin 2001, au tribunal de grande instance de ma petite ville. J'avais 15 ans, j'ai pas trop de souvenirs de cette audience, mais j'ai retrouvé un extrait des minutes du greffe, un résumé de la décision. À la charge du prévenu, le tribunal doit retenir que la jeune Caroline n'a jamais cessé, jusqu'au jour de l'audience, d'accuser son père en des termes cohérents et de décrire très précisément les agressions dont elle dit avoir été victime. Qu'il est établi que le prévenu canalise difficilement ses pulsions sexuelles, au point de créer autour de lui une ambiance passablement immorale. Visionnage de cassettes pornographiques à son domicile, au risque que ses jeunes enfants ne les retrouvent, jeux à caractère érotique sur l'ordinateur, nombreuses maîtresses. Malgré qu'il ne cesse de se présenter comme un bon père de famille, trahi par les siens, que les différentes accusations de Caroline Potier sont très crédibles, que son absence de perturbation apparente est la traduction heureuse d'un caractère bien trempé, que Potier est affligé d'une immaturité sexuelle et qu'il a tendance à s'affirmer dans ses dénégations, que la juridiction se forge finalement cette intime conviction que Monsieur Christophe Potier est bien coupable des faits à lui reprocher. Fait qui appelle une répression d'autant plus sévère que Potier, non content de commettre les graves agissements que l'on sait, a osé accabler davantage sa fille en la traitant de menteuse et qu'il ne paraît pas, enfermé qu'il l'est dans son système de dénégation,
accessible en l'état à un traitement. Par ces motifs, statuant publiquement et en premier ressort contradictoirement à l'égard de Pottier, déclare Pottier Christophe coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne Pottier Christophe à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis simple. Mon père a fait appel de cette décision. C'est donc devant la cour d'appel que s'est tenu le second procès. C'était en 2003, j'étais en première, j'avais 16 ans. Soit 4 ans. 4 ans après mon dépôt de plainte. Lui, il restait l'adulte qui connaissait tous mes points faibles et mes blessures. Je l'ai affronté sans préparation, sans entraînement. Pourtant, il y a bien des choses à dire et à faire. Et c'est le rôle des avocats, comme nous l'explique maître Karine Durieux-Diebolt. Alors, dans les affaires d'inceste, tout dépend de l'âge de la victime, déjà. Pour les préparer, je les reçois 2 ou 3 fois avant le procès. Alors, la première séance, c'est une séance d'1 heure en général pour vraiment expliquer le déroulement du procès, comment on est positionné dans la salle, qui va prendre la parole, la liste des témoins, on voit ça. Donc c'est vraiment dans l'articulation du déroulement du procès que je leur explique comment ça se passe. Dans un deuxième temps, je fixe un rendez-vous sur la déclaration qu'elles vont faire. Donc là, j'ai pas une méthode type parce qu'il y a des victimes qui souhaitent qu'on revoie vraiment ensemble le fond du dossier et leur déclaration et les faits les concernant. Et il y en a d'autres qui préfèrent qu'on ne revienne pas sur ce détail-là parce que c'est douloureux et qu'elles préfèrent se préserver pour l'audience. Donc il y en a d'autres qui souhaitent avoir des documents aussi du dossier et d'autres pas du tout. Donc c'est vraiment au cas par cas, suivant les besoins de la cliente. Et la troisième séance, on voit un peu plus le contenu de la stratégie adverse. Donc les déclarations qu'il a tenues, les témoignages également que l'on a dans le dossier, les éléments matériels, donc on va être plus dans la stratégie. À l'époque du procès en appel contre mon père en 2003, le viol n'avait pas la même définition qu'aujourd'hui. L'inceste ne figurait pas dans le code pénal. Je suis passée en toute fin de journée, après un vol de voiture et un trafic de stupéfiants. Le procès s'est déroulé à huis clos, sans public. Attendu que la publicité des débats pourrait entraîner, en raison de la nature de l'affaire, un certain scandale, que la publicité des faits, objet de la prévention, apparaît dangereuse pour l'ordre et les mœurs, par ces motifs, ordonne que les débats aient lieu à huis clos et prescrit l'évacuation de la salle d'audience. Moi, j'aurais voulu que tout le monde vienne, que tout le monde sache. Là, j'avais l'impression encore une fois que tout ce protocole, censé me protéger, protégeait plutôt mon père et sa réputation. Dans cette salle d'audience où je mettais les pieds pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'être jetée toute nue dans la fosse aux lions, avec dans l'équipe de mon père des hyènes mesquines qui attendaient ma mise à mort. L'avocat de la défense, un avocat parisien, a construit sa plaidoirie sur une théorie du complot. Selon lui, ma mère et moi avions monté de toutes pièces cette histoire d'inceste pour éviter de déménager, comme on y était obligé à cause du métier de mon père. Les militaires sont mutés tous les 3-4 ans. Maître Lahyenne, avancez-vous à la barre. Il est évident que, pour la plaignante et sa mère, c'était vraiment trop ennuyeux de déménager. Il a commencé par s'appuyer sur mon audition et ses pseudo-incohérences. Je n'avais visiblement pas placé les souvenirs des viols dans le bon ordre. Le premier a eu lieu le jour de mon 6e anniversaire. La veille, ma mère avait donné naissance à mon frère cadet. Elle était donc à la maternité. Dans ma déclaration, j'ai dit que le viol avait eu lieu dans la chambre de mes parents. Or, a objecté l'avocat, cette pièce était en travaux pour accueillir le bébé. Le lit conjugal était donc momentanément dans la salle à manger, a-t-il expliqué en toute détente. Il fallait donc remettre en question toutes mes déclarations à cause de ce détail chronologique. Ce type de défense qui consiste à tracher la plaignante ou le plaignant, les décrédibiliser, les ridiculiser, affirmer qu'elles mentent, qu'ils manipulent, qu'elles exagèrent,
ça peut bien fonctionner avec les juges. Comme nous tous et toutes, les magistrats baignent dans une culture misogyne et patriarcale, où les femmes et les enfants sont réputés fourbes et manipulateurs. On peut avoir des stratégies de défense qui sont extrêmement violentes, avec non seulement un déni, mais la volonté de salir la victime, en allant chercher dans sa vie privée, en leur reprochant peut-être une certaine liberté sexuelle, même, ce qui est complètement paradoxal. Leur mode de vie peut être reproché. C'est un peu comme un jeu d'échecs. On est obligé d'anticiper vraiment ce qui va être organisé comme défense par la partie adverse. Alors, il y a plusieurs niveaux de déni. Soit ils disent qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel. Donc ça, c'est le premier niveau. Soit ils disent qu'il n'y a pas eu de violence, contrainte, menace ou surprise et que la victime était consentante. Et ça, on peut le voir aussi dans des dossiers d'inceste. Je vais avoir bientôt la semaine prochaine, j'ai un déplacement à Thonon-les-Bains dans un cas d'inceste également commis par le père pour des faits d'agression sexuelle. Et il prétend que c'est sa fille. Alors, il reconnaît à demi-mot les faits, mais il prétend que c'est sa fille qui serait venue se frotter contre lui. Donc, consentement. Voilà. Et le troisième niveau de déni, c'est de dire « Ah, mais j'ai pas eu d'intention sexuelle, il y a un malentendu, je me suis pas rendu compte, j'ai pas eu conscience de ce qui s'est passé. » Donc, ce sont les 3 niveaux de déni et souvent, c'est en fait la stratégie adverse qui est utilisée. L'autre stratégie de défense qu'on peut avoir, c'est de porter le discrédit sur la parole de la victime, donc en relevant des contradictions, un flottement, un flou dans sa déposition, ce qui est tout à fait normal. On peut l'expliquer aussi par le psychotraumatisme et l'amnésie traumatique ou la mémoire traumatique. Utiliser également des éléments de la vie privée de la victime pour le retourner contre elle. Également inverser les culpabilités. C'est des stratégies qu'on voit bien souvent également. Voilà, donc c'est à peu près ces stratégies-là qu'on retrouve de manière générale. Maître Layenne, nous vous écoutons. À un moment, l'avocat de mon agresseur m'a porté le coup fatal. Celui que j'avais pas vu venir. À l'époque, je préparais le bac de français. J'étais en première littéraire. Je l'ai vu s'avancer à la barre, une liasse de papier à la main. 16 de moyenne en français, la meilleure moyenne de la classe. Ensemble brillant et profond, bravo, continuez ainsi. Alors, je continue. En anglais, 13,2. En espagnol, 15. Résultat fort satisfaisant, c'est très bien. En histoire, 15 de moyenne aussi. Bon trimestre. Géographie, 13,5. Bon, Madame la Présidente, je m'arrête là. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Appréciation générale, profil satisfaisant, élève sérieuse. Fin de citation. Une enfant qui prétend avoir vécu ce qu'elle a vécu ne peut pas obtenir un tel bulletin de notes. Vous en conviendrez tous et toutes ici. Elle devrait donc être en échec scolaire. La scolarité de la plaignante prouve donc que cette jeune fille est une menteuse et qu'elle a tout inventé. J'ai le souvenir d'avoir serré les dents très fort pour ne pas pleurer. On ne m'a pas demandé comment je me sentais, comment je la vivais, moi, cette scolarité d'apparence brillante. Pourtant, j'en parlais à ma copine Marie sur les cassettes qu'on s'envoyait. Quelques semaines avant le procès, je lui détaillais ce même bulletin scolaire sans me douter qu'il allait se retourner contre moi. Je crois que les vacances vont être les bienvenues parce que je me prends la tête sur les cours, c'est hallucinant. Je pense qu'à ça, je ne fais que ça, je ne parle que de ça. J'ai le cerveau en surchauffe, j'ai des migraines pas possibles. Au bout de 2 heures de cours, comme c'est vachement intensif, tu vois, je me mets à fondant, je sors des 2 heures, j'ai un mal de crâne, j'ai une migraine hallucinante. Enfin voilà. Mais bon, tu vois, mes efforts, ils payent quoi, et j'en suis vraiment heureuse. Vraiment, quand je vois 16 de moyenne en français, je veux dire ça, c'est vraiment ma fierté, quoi. La meilleure moyenne du bulletin en français. Ça va, quoi. Il y en a qui disent que je travaille trop.
Moi, je suis désolée, je travaille ce qu'il faut pour arriver à ce que je veux, quoi. Il n'avait pas honte, l'avocat de mon père, cette hyène, de se servir des bulletins scolaires d'une gamine pour discréditer sa parole ? Est-ce qu'il était vraiment obligé, pour bien faire son travail, de s'attaquer aussi violemment à moi ? Selon maître Karine Durieux-Diebolt, il existe pourtant bien d'autres stratégies pour défendre des agresseurs, tout en respectant leurs jeunes victimes. Et tous les avocats devraient les connaître. Il y a des avocats de la défense qui sont plus respectueux à l'égard de la victime, notamment dans la manière de l'interroger. Et il peut y avoir des manières plus ou moins agressives et violentes. Et parfois même, on a des avocats de la défense qui n'interrogent pas la victime. Donc c'est quand même un soulagement pour elle, parce que c'est vraiment une étape qu'elle redoute. On a également des avocats de la défense qui ne cherchent pas nécessairement à salir la victime et qui n'utilisent pas tous les éléments qui sont dans le dossier à cet égard, qui ne rentrent pas dans la vie privée de la victime. Et on a aussi des avocats de la défense qui amènent leurs clients à reconnaître les faits quand il y a des éléments de preuve. Parce que parfois, on a des dénis, même face à des éléments de preuve qui sont irréfutables. Et dans ce cas-là, ce qu'attend la victime véritablement, c'est une reconnaissance des faits. Et donc, à partir du moment où l'agresseur reconnaît les faits, c'est un soulagement pour elle, parce qu'elle se sent pas discréditée dans sa parole. Et à cet égard, il y a eu une jurisprudence de la Cour de cassation du 22 mars 2022 qui a dit que même si la défense est complètement libre des moyens qu'elle utilise, c'est-à-dire le déni, garder le silence ou accabler la victime, pour autant, elle est responsable du préjudice supplémentaire qu'elle lui cause à travers ses moyens de défense. Et cette jurisprudence a retenu un préjudice moral renforcé par la stratégie de la défense. Ce procès, j'en suis effectivement sortie traumatisée. Et depuis, je m'interroge sur la nécessité de porter plainte, de s'engager dans une procédure judiciaire éprouvante, longue et chère, si c'est pour se faire rouler dessus de la sorte. Parce qu'en plus, mon père a tout nié, en bloc, devant les juges. J'ai retrouvé un courrier de l'avocate qui nous représentait, adressé à ma mère. Madame, la Cour confirme le jugement sur la culpabilité et condamne Monsieur Potier à la peine de 3 années d'emprisonnement avec sursis. Vous constatez que la Cour a été moins sévère puisque la peine d'emprisonnement est totalement assortie de sursis. Toutefois, et ce qui est le plus important, la culpabilité de Monsieur Potier est reconnue. Ma mère a arrêté là les démarches judiciaires. Avec son petit salaire d'aide-soignante, elle n'avait plus d'argent pour les financer, même avec l'aide juridictionnelle. Car l'aide juridictionnelle, c'est un forfait. Il s'élève aujourd'hui entre 1 000 et 2 000 euros pour couvrir l'ensemble de la procédure. Alors qu'en réalité, les frais d'avocat peuvent varier du tout au tout. Selon un rapport de la Fondation des femmes, on peut estimer qu'il s'élève à plus de 4 000 euros pour une affaire d'agression sexuelle et 6 000 euros pour une affaire de viol. Vous pensez pas que les frais de justice devraient être pris en charge intégralement ? Pourquoi ce serait encore à la victime de payer pour obtenir réparation ? Au Québec, par exemple, les victimes bénéficient d'une loi datant de 2021 qui leur donne accès à des services efficaces, leur accorde une aide financière et prennent même en charge un parcours de soins adapté. Parce que le coût, il n'est pas seulement financier, il est moral aussi. Un procès, c'est l'occasion de découvrir quels sont vos vrais alliés sur le ring. Caroline Potier, avancez-vous, on vous écoute. Quand j'ai été appelée à la barre, je me suis retournée. Je crois que je cherchais des encouragements. Assis du côté de la défense, il y avait mon grand-père paternel, venu soutenir son fils. Juste avant que j'ouvre la bouche, il m'a regardé et il a débranché son appareil auditif. C'est comme s'il m'avait arraché la voix.
J'ai compris ce jour-là que le soutien, je ne le trouverais pas auprès de ma famille et que j'avais besoin de m'en détacher pour vivre mieux. Dans cette salle d'audience, les visages chaleureux, les regards bienveillants, c'étaient ceux des amis de ma mère, venus de toute la France pour nous soutenir. Bon, là, si t'as quelqu'un qui partage la cassette là que j'écoute avec toi, c'est le moment de lui dire de partir, s'il te plaît. Hein ? Ce genre de soutien infaillible et précieux, qui m'a permis de comprendre à 16 ans le sens de l'amitié. Et parce que j'ai quelque chose à te dire et il n'y a que mes copines qui le savent, quoi, en fait. Même pas mes parents, donc... Attends, parce que j'ai l'impression qu'on écoute à la porte. Attends, hein. À suivre. Non, c'est bon. Dans Le cœur sur la table.